Salut à toutes et à tous. Vendredi 11 h, vous êtes ce matin sur Géopolitique Profonde, la petite chaîne qui monte 25 000 abonnés en espace de 2 mois, là, d'un coup, comme ça, parce qu'on vous donne du contenu et on continuera à vous donner du contenu avec évidemment les meilleurs. Aujourd'hui, Alexis Poulain est avec nous. On va parler de la fin de la démocratie 49.3, du rachat de Twitter par Elon Musk, d'actualité, que de l'actualité. C'est de l'inédit et de l'exclu pour vous. Salut, cher Alexis, comment tu vas? Salut, écoute, ça va? Merci de l'invitation. Bonjour à tout le monde. Tu as le casque là, tu as maintenant la, Ouais. la fibre plus. Ça, c'est bon, là, t'es paré, quoi. Je suis paré, pareil, parce que le monde moderne, on s'est équipé aussi grâce aux abonnés et on monte aussi. Je crois qu'il y a un vrai besoin, une soif de s'informer autrement et c'est en train de prendre. Et merci à tous de nous suivre sur nos différents canaux et de prendre le temps, de temps de l'information parce qu'il est nécessaire par les temps qui courent, compte tenu de l'odeur de censure et de propagande qui est partout. Voilà. Alors, j'attends plus de 2000 personnes en même temps, hein. Ouais. Ou alors au moins les trois quarts de Florian Philippot, vous étiez 3500. Là, j'attends beaucoup de monde. Allez-y, donc vous Il peut partagez, y vous avoir mettez du des monde. pouces, vous likez. Voilà, nous, on est payé en like, hein. Moi, je suis payé en like. Ben, dis-moi, le monde moderne, du coup, ça marche. Le concept du monde moderne, c'est vraiment une information différente par rapport à ce qui se fait. Alors, le concept, c'est une revue de presse, hein, presque tous les matins sur Twitch, qui est une autre plateforme, mais on est aussi sur YouTube, hein, vous pouvez nous retrouver sur tous ces réseaux-là, où je lis un peu la presse dite mainstream pour voir comment sont choisis les thèmes qui sont mis en avant sur les unes, et comment sont écrits les articles aussi, la presse de cours, comment on met en scène les acteurs du pouvoir, qui ne sont pas vraiment ceux qui ont le pouvoir, pour comprendre un peu la petite musique, et ce qui fait que des gens, in fine, se retrouvent à voter Macron en pensant que c'est bien. Donc, c'est Alors que c'est pas bien. un outil d'éducation aux médias, on va dire, et on fait ça dans la joie et la bonne humeur. Ce matin, par exemple, on a créé avec un Modernos un nouveau générique d'une émission qui s'appelle C'est de la merde, tu sais, parce que tu as tous les Ouais. c'est à vous, c'est politique, c'est machin. Et la télé, globalement, quand même, quand on regarde, on se dit c'est de la merde. Donc, on a fait le jingle et on va peut-être faire une parodie d'émission. Voilà, l'idée, c'est d'en rire parce que ne faut pas prendre tout ça trop au sérieux. C'est un peu le jingle du monde moderne. Et c'est vrai que l'information, très peu de gens s'informent, hein, ça demande beaucoup de temps finalement, ça demande une volonté aussi. Et quand on allume le JT pour s'informer, on n'est pas vraiment informé. On a un glacier informationnel, mais c'est pas vraiment de l'information. L'information, c'est bien sûr l'état des marchés financiers, c'est les informations cruciales sur qui est choisi pour prendre la tête d'EDF, par exemple. C'est bien sûr les affaires qui sont très peu traitées et pas assez par rapport à l'ampleur de ce que c'est. Enfin, on a quand même en France un ministre de la Justice mis en examen et on a l'impression que ça ne choque personne, comme si c'était normal. C'est proprement scandaleux en réalité, mais la presse fait en sorte que ce soit normal. Le secrétaire général de l'Élysée aussi, lui aussi, est sous le coup d'une enquête. Mais là encore, c'est tout à fait normal. Enfin, de quoi vous plaignez-vous? Nous sommes dans une belle et grande démocratie et Emmanuel Macron est notre grand président. C'est une chance exceptionnelle. Et puis lui prend l'antenne sur France 2 pour faire des fake news en disant que, par exemple, la NUPES a changé sa motion de censure pour que Marine Le Pen puisse la voter. C'est faux, évidemment. Et dérouler son récit qui est de dire qu'il fait du progressisme alors qu'en réalité, sa politique est une politique de contre-réforme antisociale. Mais Mais voilà. justement, quand Emmanuel Macron donne cette fake news, est-ce que toi, tu penses que les gens qui reçoivent cette fake news croient dans l'information d'Emmanuel Macron? Oui, la plupart des gens qui le regardent, surtout ce genre d'émission, vont le regarder premier degré en disant le chef de l'État va nous parler. Parce que faut pas oublier que, au-delà de la personne d'Emmanuel Macron, qui est ce qu'elle est, il représente une fonction, celle du chef de l'État, celle du président de la République. Et dans un pays comme le nôtre, il y a des gens qui pensent que c'est encore normal, que c'est encore comme avant. Or, il y a eu un saccage total des institutions. Et donc, je pense que la prise de conscience va arriver sur l'entourloupe du narratif autour du Covid, tous vaccinés, tous protégés. Et on voit que les autorités ont menti sur les masses, sur plein de choses. Donc là, des gens qui pensaient que les autorités disaient la vérité et qu'elles étaient là pour le bien des populations commencent à comprendre que, ah, peut-être pas, il y a peut-être des gens qui ont fait leur nid, tel des coucous, au sein des institutions et des administrations
pour faire carrière et qui ne sont pas forcément taillés pour la fonction, en tout cas de s'occuper de l'État, ou qui, pire encore, sont là pour flinguer l'État. Il faut écouter ce que disait Gaël Giraud dans Thinkerview. Gaël Giraud qui a été accusé de complotisme par Conspiracy Watch, puisqu'il explique que Emmanuel Macron a travaillé pour la banque Rothschild et que David Rothschild avait une dent contre l'État puisqu'il avait perdu sa banque lors d'une nationalisation et que derrière, il y a clairement, et on le voit, sans conspiration aucune, le néo-management public, qui est une école de pensée politique, fait que ces consultants, puisque c'est des consultants, sont là pour saper les pouvoirs régaliens et pour faire en sorte que ce soit des entreprises privées qui reprennent le dessus et qui fassent des services publics délégués avec des services publics de plus en plus chers et de moins en moins qualitatifs. Qu'est-ce que tu penses de Conspiracy Watch? Là, on les voit, là, ils débarquent comme ça depuis 2 mois. Non, ils sont là depuis bien avant. Non, ils sont là depuis bien avant. On les voit médiatisés. On les voit médiatisés depuis pas très longtemps. Oui, non, parce qu'il y a France. Disons que c'est une équipe qui fait un travail utile au départ, qui est de dire attention, il y a des théories de la conspiration, soyons intelligents et chassons les fake news. C'est toute cette branche des fact-checkers. Le problème des fact-checkers, c'est qu'ils se sont pris un peu au sérieux et ils pensent détenir la vérité vraie. Quand on est journaliste, on sait très bien que c'est très difficile d'arriver à la vérité vraie. On s'appuie sur des faits, évidemment, mais les faits, quand ils sont simplement des communiqués de presse de Pfizer, c'est pas des faits, c'est des communiqués de presse de Pfizer. Il faut donc aller au-delà pour voir ce qu'il y a derrière le communiqué de presse. Et je trouve que là, il y a eu un travail de fainéantise. Et puis ensuite, il y a un deuxième angle, un prisme particulier de ces fact-checkers, c'est de dire qu'attention, dès qu'on n'est pas d'accord avec la doxa officielle, et pas sans être d'accord, mais en argumentant. Là, moi, je parle d'arguments. Quand j'ai vu le communiqué de presse, je savais que c'était un communiqué de presse d'une entreprise qui voulait faire des milliards, mais derrière, on attendait d'avoir des preuves sur la fiabilité et l'efficacité de la proposition du produit Pfizer. Eux s'engagent dans la brèche en disant voilà, c'est comme ça et pas autrement. Et puis, il y a ce procès en conspirationnisme qui a été fait, qui fait que dès que vous avez un discours qui dérive, mais avec des faits, appuyé sur des faits du discours officiel, alors vous êtes quelqu'un qui n'est plus fréquentable et vous allez aller dans la sphère conspirationniste, antisémite, etc., etc. Et ces procès-là sont faits systématiquement, y compris à quelqu'un comme Gaël Giraud, qu'on ne peut vraiment pas taxer de conspirationniste. Donc ça va trop loin, il y a une sorte de fébrilité par rapport à ça, et je trouve que c'est dommage parce que il faut au contraire un débat serein, et il faut pouvoir que tout le monde s'exprime, faire en sorte que tout le monde s'exprime, mais bien sûr, sans aller sur des expressions qui sont hors la loi, propos bien sûr racistes ou appel au meurtre, etc., ou des fake news, évidemment qu'il faut combattre parce qu'on n'a pas besoin de fake news, il y a déjà suffisamment d'informations pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et voilà, donc je n'aime pas le côté tribunal de l'Inquisition que sont devenus ces fact-checkers. Est-ce qu'ils t'ont fait aussi ce procès? Parce que je vois que, par exemple, Bistro Liberté est dans l'œil du cyclone. Oui. Et nous y participons tous les deux. Oui. Est-ce que tu as eu justement ce type de procès aussi? Évidemment, ça commence parce que justement, je vais parler partout et qu'on va me dire, mais qu'est-ce que vous foutez là en fait? Vous savez très bien que c'est une chaîne qui a été fondée par des proches de Jean-Marie Le Pen, que derrière, enfin je parle de TV Liberté en l'occurrence, je dis oui, mais Bistro Liberté, c'est une émission et qui donne la parole justement pour qu'il y ait un débat. Et je trouve ça plutôt pas mal. Et d'ailleurs, ça fait des cartons d'audience, preuve que je pense que c'est un bon format qui devrait peut-être être répliqué ailleurs. Parce que quand on regarde ce que j'appelle Télémouton, les chaînes d'infos en continu, on a juste un truc tiède qui dit à peu près tout le temps la même chose. On est sur la ligne du printemps républicain à la République en marche, en passant par le MoDem. On nous revend du François Bayrou, du François Hollande et du Nicolas Sarkozy comme si c'était normal. Enfin voilà, c'est juste les gens n'en peuvent plus. Enfin les gens, certains Français n'en peuvent plus d'avoir cette soupe et cherchent de l'information un peu plus drôle, un peu plus incarnée, un peu plus combative aussi que ce service après-vente de l'exécutif. Donc, ça me paraît normal de faire ça. Et ce procès, il arrive très vite. Et je verrai, enfin, il y a Libération qui est en train de faire mon portrait. Donc, j'ai rencontré les journalistes. Ils m'ont posé des questions. C'était tout à fait cordial. On a passé 2 heures d'entretien. C'est toujours cordial. C'est toujours cordial. Oui, mais il y a pas... Après, c'est moins cordial quand c'est écrit.
Non, mais ils font leur boulot. Après, je leur dis, vous faites votre boulot, vous ferez le portrait que vous voulez. Moi, j'ai répondu à toutes les questions sans avoir aucun problème par rapport à ce que je fais. Maintenant qu'ils dressent mon portrait en faisant des jugements moraux par rapport à ma participation à telle ou telle émission, c'est leur morale. Derrière, je ne pense pas être attaquable par rapport à ce que je fais, en l'occurrence. Maintenant, si je les intéresse, tant mieux. C'est de la pub, c'est de l'audience. On est dans un principe de guerre d'audience. C'est extrêmement important qu'on arrive à multiplier notre visibilité pour que le débat, justement, reprenne le dessus. Regardez, hein, à partir du moment où on va commencer à avoir un discours qui va pouvoir être une opposition aussi médiatique par rapport à ce qu'est le discours officiel, ils vont changer leur fusil d'épaule. On voit déjà comment ça change sur le récit Covid et sur maintenant Agnès Buzyn qui commence à avoir peur et les uns les autres qui commencent à dire oui, non, bah alors cette huitième vague, bon, passons à autre chose, on va essayer vite de passer à autre chose. Non, on ne va pas passer à autre chose. On veut des comptes sur ce qui s'est passé et pourquoi il y a une telle propagande. Moi, je dénonce la censure et la propagande, parce qu'elles sont réelles et qu'elles sont visibles. Je sais de quoi je parle, puisque je suis travaillé sur RT France, on a été censuré par l'Union européenne. On émet toujours, mais on est interdit d'être visible, hein, donc il faut un VPN pour pouvoir voir les programmes de RT France. Le reste, la propagande, personne n'a remis en cause la propagande, ni la communication, pardon, des laboratoires ou la communication des gouvernements qui ne se fondaient pas sur des faits scientifiques. Mais justement, le fait que tu sois scandaleux. le fait que tu sois à Bistro Liberté, est-ce que ça signifie aussi qu'aujourd'hui, en 2022, il n'y a plus de gauche, il n'y a plus de droite, il y a peut-être d'autres pensées qui peuvent rassembler tout le monde? Non, il y a une gauche et une droite. Il y a des gens qui ont des valeurs politiques. Après, ce qu'on voit en politique politicienne, avec par exemple les atermoiements sur les motions de censure, c'est autre chose. C'est des gens qui essayent d'exister dans une opposition, mais qui ne prennent pas l'ampleur de ce qu'est le phénomène Emmanuel Macron, c'est-à-dire cet hypercentre qui est le seul gouvernement possible. C'est le parti unique, hein. En fait, on est en train de recréer à peu près, alors de manière très bienveillante, hein, tout ça est fait avec les cabinets de conseil. Donc, on n'impose pas un parti unique, il s'impose de fait, puisqu'on ne peut pas gouverner autrement que comme ça. C'est le There is no alternative de Margaret Thatcher, mais c'est ce que fait Emmanuel Macron, ni plus ni moins, avec des réformes antisociales avec 15 ans de retard, pour faire en sorte que la France soit un marché comme un autre pour les fonds de pension et les autres financiers internationaux qui voient bien là l'occasion de se faire un peu de fric à court terme. Mais globalement, la fin de la politique, c'est ça, c'est de donner le pouvoir à des néo-managers, à des gens qui pensent qu'un État, c'est une entreprise et qu'il faut le gérer comme une entreprise, à des gens qui pensent qu'on peut faire mieux avec moins, à des gens qui pensent qu'en payant des cabinets de conseil, on va avoir un meilleur service pour les citoyens. Ils s'en foutent des citoyens. Regardez le marché européen de l'énergie, c'est un scandale. Ça a été mis en place pendant des années. On se rend compte aujourd'hui que la promesse, faire baisser les prix pour les consommateurs, était une arnaque et que pire encore, ça a détruit des filières entières qui étaient des filières stratégiques, celle de l'énergie en l'occurrence. Donc, on est là vraiment, il y a toujours des valeurs de gauche et de droite sur la vision du capital et du capitalisme, par exemple. La critique du capitalisme, ça c'est de gauche, ce ne sera pas de droite. On va avoir le rapport aussi à l'immigration, qui va être un marqueur politique très fort. Maintenant que les partis existants représente la majorité des citoyens, non, on le voit bien. Enfin, le parti majoritaire, Renaissance, c'est 27 000 adhérents, même pas. 27, c'est 12 000 personnes qui ont voté pour mettre à la tête, je crois que c'est Stéphane Séjourné qui est le secrétaire général de Renaissance. Il n'y a personne dans ces trucs-là. Et Emmanuel Macron nous explique que oui, mais les partis de masse, c'est pas actuel, ça sert à rien. Non, c'est juste qu'il n'y a plus personne et qu'il ne représente rien. Moi, je milite depuis des années maintenant pour un souverainisme transpartisan parce qu'il est nécessaire de poser les barrières à l'Union européenne. On voit bien que Ursula von der Leyen a les coups des franches pour faire n'importe quoi, que ce soit sur les politiques sanitaires, mais sur les politiques économiques, sur les politiques maintenant d'information et de liberté de parole. Moi, ça m'effraie. Elle n'est élue par personne, elle est allemande, elle est déjà soupçonnée d'avoir eu des faits de favoritisme lorsqu'elle était ministre de la Défense en Allemagne, et la voilà qui prend des pouvoirs, tout ça avec la cooptation des dirigeants européens qui ne font rien pour l'en empêcher, qui ne sont pas les siens. La Commission européenne doit rester à sa place. J'ai une question d'auditeur.
comment construire un arc souverainiste qui dépasse le clivage droite-gauche? L'ennemi, ce sont les pro-mondialistes versus anti-mondialistes. Mais je pense que ça va se faire tout seul. C'est déjà en train de se faire. Il y a derrière la défense de l'intérêt des citoyens, et pas seulement du citoyen français, mais de tous les citoyens européens, de se dire à un moment, on ne peut pas continuer dans un déni démocratique. D'abord, les Gilets jaunes qui sont nés de ça, le ras-le-bol de la taxe permanente. Hein, rappelez-vous, c'est sur la taxe carbone qui déjà allait rendre l'essence trop chère. Aujourd'hui, les prix de l'énergie ont explosé. On continue de faire des taxes cachées, que ce soit taxes foncières, etc., sous couvert de on ne peut pas faire de taxes plus, mais en fait, c'est pas possible. Il y a un problème là d'inégalité flagrante qui saute au visage. Patrick Pouyanné qui se plaint de son salaire de patron, et il a raison, il est peu payé pour un patron du CAC 40 par rapport à ses petits copains américains ou autres. Mais à 3 millions par an, déjà, il se trouvait qu'il se serrait la ceinture parce qu'il a fait un effort en 2020 pour le Covid. Bon, à 6 millions par an, c'est vrai que tu as du mal à finir les mois. Il parle à des gens qui sont au RSA. Parle à des gens qui vont perdre leur boulot parce que là, on a une croissance à 0,2% et plein de PME et de TPE qui mettent la clé sous la porte. Cette violence sociale, elle a un nom. C'est le macronisme, c'est de continuer de faire croire que le progrès, c'est de travailler jusqu'à en crever, c'est de ne plus avoir d'assurance chômage, c'est de ne plus avoir de retraite, et c'est de donner tout ce que tu as pour sauver le pays qui a été foutu dans la merde par des années d'incurie, que ce soit de droite ou de gauche, en l'occurrence le Parti socialiste et les Républicains. Donc, on est vraiment dans l'arc souverainiste. Vous regardez que ce soit les prises de parole qu'il y a eu par le passé de Jean-Luc Mélenchon, qui avait cette analyse sur le couple franco-allemand qui est maintenant officielle. Ça y est, on sait que les Allemands s'en foutent complètement du couple franco-allemand, sauf qu'il avait écrit le Harand Bismarck il y a de ça des années, expliquant que oui, l'Allemagne s'en foutait et il n'a pas été écouté. Et puis, du côté du camp du Rassemblement national, on peut regretter que Marine Le Pen ait progressivement adouci sa vision de Frexit pour l'abandonner totalement en réalité. D'où le départ d'ailleurs de Florian Philippot. Donc ça se fera naturellement à partir du moment où ça ne fonctionnera plus. Et je pense que de plus en plus de personnes s'intéressent aux faits européens en se rendant compte que c'est pas que Erasmus et la même monnaie et pas de frontières. Non, derrière, il y a une perte d'indépendance, une perte de capacité aussi à choisir les politiques publiques, et donc une perte de qualité du service public et de la qualité de vie, in fine. Donc, le Brexit a sans doute ouvert les portes, mais on voit combien les Anglais ont eu du mal à faire ce Brexit et comme tout a été rendu compliqué pour sortir de traités. Les traités, il faut le rappeler, c'est rien d'autre que des mots sur des bouts de papier. Ça se change, ça se rature et on peut passer à autre chose, en faire d'autres. Tu as parlé de casse sociale, de ce macronisme voilà, qui veut en gros tout démembrer. Mais moi, j'ai l'impression, bon, peut-être parce que je suis sur Paris aussi, que les gens n'ont pas l'air de s'en rendre compte. Est-ce que c'est parce qu'ils sont intoxiqués par la doxa médiatique? Est-ce que les gens, justement, ne vont pas assez chercher l'information? Et comment, aujourd'hui, toi qui es éditorialiste, qui viens des médias, comment les gens doivent-ils chercher cette information? Qu'est-ce que tu leur conseilles? Alors, c'est ce que je disais, c'est un peu le problème du temps que tu peux accorder à l'information. Ça demande du temps, ça demande de l'argent aussi. Il faut s'abonner à certains médias, faut aller chercher l'info. Parfois, il faut la chercher sur des médias étrangers aussi pour avoir une vision un peu plus large de ce qu'est la réalité du monde. Et tout le monde n'a pas ni l'argent ni le temps pour faire ça. Mais pourtant, on voit bien qu'il y a une appétence. À la fois, il y a deux mouvements qui sont parallèles. Celui d'un désamour des médias traditionnels, perte de vitesse, perte d'audience pour la télé, la radio, parce que les gens en ont ras-le-bol d'une certaine façon, pensent que la qualité n'est pas là. Et puis la montée de plein de nouveaux médias, y compris des médias qui vont être versés dans le conspirationnisme. Et là, c'est le danger. C'est-à-dire que s'informer, ça demande aussi d'avoir la capacité à comprendre ce qu'est une information, comment elle est fabriquée, et ce qu'est une information de confiance. Et c'est là où arrivent les fact-checkers et qui décident de faire une sorte de label. Ça, c'est bien, ça, c'est pas bien, un peu comme du saucisson AAA, de l'andouillette AAA ou du label rouge. Moi, j'aime pas les politiques de label. En revanche, chacun doit faire son éducation aux médias, comprendre comment est fabriquée l'information. Ça devrait être enseigné à l'école. Ça l'est un peu, de manière superficielle, mais ça devrait être la clé d'une citoyenneté informée et donc politique.
Aujourd'hui, on voit bien qu'avec le taux d'abstentionnisme, le peuple politique est en train de tomber en déliquescence. Et c'est bien tout le problème. Ça arrange les politiques, puisque élus avec une faible légitimité électorale, c'est pas grave, on reste élu. Et puis ensuite, on parle de fait majoritaire alors qu'on est un parti minoritaire. C'est le cas d'Emmanuel Macron par 2 fois. Et pourtant, ça fonctionne. Et l'Assemblée nationale, qui est censée être représentative, l'est pas vraiment. Alors, il y a la proportionnelle, etc. Ça commence à venir. On voit qu'il y a quand même maintenant pas un parti unique et que ça débat. D'ailleurs, ça ennuie Emmanuel Macron. Mais ce besoin d'information, il est réel et on voit bien que les Français aiment s'informer et aiment débattre. Ça reste quand même la politique en France quelque chose qui fait partie des conversations quotidiennes. Ce n'est pas le cas dans d'autres pays ou beaucoup moins. Donc c'est une chance et il faut utiliser cette chance pour... Mais regarde, je vais te prendre un exemple. On a une information venant de Bercy, Ouais. ministre des Finances, qui dit voilà, dorénavant, je vais porter des cols roulés. Bon, comment croire que cette information est réelle et ne pas croire que c'est le Gorafi pour le coup? Mais c'est là où le pouvoir n'est pas là. C'est-à-dire que on a affaire à des acteurs, et des mauvais acteurs en l'occurrence, qui sont là pour incarner des administrations centrales. Un ministre sous Emmanuel Macron, c'est un attendant d'administration centrale. Il n'a pas de poids politique. Il est même porte-parole d'Emmanuel Macron. Regardez Agnès Pannier-Runacher, par exemple, elle ne sert à rien. C'est d'où l'effet Garofi, c'est-à-dire que quand elle parle, on ne sait pas si c'est pour de vrai ou si c'est une blague, tellement c'est au-delà de tout ce qu'on peut comprendre et de la réalité et du sérieux de la fonction. Gérald Darmanin, c'est également un clown médiatique. Tout ce qu'il fait, c'est pour buzzer, pour exister, pour faire avancer sa carrière politique parce qu'il s'y croit. Il voudrait être président de la République et il pense qu'il pourrait le faire. Il aurait dû démissionner après le scandale du Stade de France. Il aurait dû démissionner après le scandale IQCN. Il continue. Et personne n'est là pour le challenger en disant « Mais monsieur Darmanin, c'est quoi ? Enfin, qu'est-ce que vous faites encore là ?» C'est quand même incroyable. Donc, mais il est là tout simplement pour occuper, puisque ce cirque politico-médiatique tient parce qu'il y a des médias qui posent des questions gentilles et des hommes politiques qui sont des acteurs. Et tout ça, c'est un jeu qui est très bien fait, qu'on regarde. Moi, ça m'amuse et j'essaye de montrer combien c'est amusant. Mais la limite de l'amusement, c'est la colère. C'est le moment où on se moque trop des Français. Voilà, c'est pas normal, je le disais en introduction, d'avoir un ministre de la Justice mis en examen. C'est pas normal. Quand le candidat Macron expliquait qu'un ministre mis en examen devait de toute façon démissionner. Une fois élu, cette promesse est oubliée, comme toutes ces promesses d'ailleurs. Donc, entre le mensonge, la manipulation, le foutage de gueule ouvert, à un moment, ça ne peut pas tenir, je pense, parce qu'il y a besoin de justice et un besoin de vérité. Mais justement, qu'est-ce que tu penses de cette communication de l'État qui, lorsqu'il y a des vues, comme tu l'as dit pour Darmanin, par exemple, eh ben, il y a accusation par l'État et les médias de récupération. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est une communication qui peut marcher à long terme? Non. Enfin, tu parles, j'imagine, du débat sur le Par exemple, la petite drame Lola. atroce de la petite Lola. Ouais. Le débat a commencé direct sur la récupération, pas sur le fait qu'une enfant de 12 ans soit faite massacrer en plein Paris par une malade mentale, soumise à une OQTF. L'idée était quoi? De déporter le débat pour ne pas avoir un débat sur la responsabilité des services publics, en l'occurrence la justice et l'intérieur. Mais c'est une faillite, encore une fois, des services publics. C'est une faillite évidente dans le cadre de la protection des Français et des plus jeunes, en l'occurrence. Et donc, qu'on soit choqué, et tout le monde l'a été, il n'y avait pas de couleur politique, tout le monde a été scandalisé par ce meurtre horrible. Certains sont allés trop loin dans la récupération. Les parents, d'ailleurs, l'ont dit, il faut penser à la famille avant tout. Mais on devait parler politiquement, puisqu'au-delà du drame, au-delà de l'horreur de cet assassinat, il y a un débat de fond sur la sécurité des Français. Est-ce que ce débat a eu lieu? Je ne crois pas.
Je ne crois pas qu'il y ait quoi que ce soit qui ait avancé sur comment faire pour que les OQTF soient vraiment effectives, comment faire pour s'assurer davantage de sécurité, puisque les chiffres qui sont sortis faisaient froid dans le dos. On parle de 40 000 personnes en situation de détresse psychologique qui sont dans la nature, sans traitement, sans suivi, et qui sont dangereux pour eux-mêmes et pour les autres. Et puis, bien sûr, pas de débat sur la sécurité. Et pourtant, hein, Gérald Darmanin voudrait faire croire qu'il a un excellent bilan en la matière. Mais regardez la violence endémique, perpétuelle. Et on devrait systématiquement ne jamais avoir de débat là-dessus, y compris à l'Assemblée nationale, où c'est le lieu du débat. Donc, c'est proprement scandaleux. Je parlais tout à l'heure de parti unique. On est là-dedans, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de débat, circuler, il n'y a rien à voir, personne ne peut faire mieux que nous. C'est faux. Bah, s'il n'y a pas de débat, il n'y a plus de démocratie, du coup. Ben déjà, il y a une démocratie défaillante, puisqu'on voit le cadre du débat et on voit comment tout ça est organisé. La démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. On n'y est pas. On n'y est pas. On a affaire à des responsables qui gouvernent pour l'intérêt de certains lobbies, généralement, mais ça aussi, c'est démocratique. On va dire les lobbies sont aussi des représentants d'intérêt de la société civile, et donc c'est normal de faire comme ça. Oui et non, parce qu'à partir d'un certain moment, on se rend compte que c'est quand même certains lobbies qui font la loi de manière beaucoup plus facile que d'autres. Hein. Regardez les États-Unis, c'est la caricature de ça. Vous avez le lobby militaire-industriel qui fait vraiment l'appui et le beau temps à Washington et qui fait les présidents. En France, on a la même chose avec le lobby agro-industriel, le lobby des big pharma. On a vu comment ça s'est passé systématiquement, procès après procès. Alors, on a quelques contre-pouvoirs, heureusement, qui existent, mais qui sont là aussi très faibles. Et puis, on avait des garde-fous qui sont totalement tombés pendant la crise Covid. Conseil d'État, Lequel, Conseil par constitutionnel. exemple? Le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel, qui ont fait en sorte de valider quelque chose qui n'avait pas lieu d'être, le pass vaccinal, en pensant que c'était normal parce qu'on était en état d'exception sanitaire. C'est proprement scandaleux. Ils sont là pour être des garde-fous. Mais là encore, regardez le personnel qui a été coopté pour faire ces jugements-là. Ce sont les mêmes qui nous ont mis dans le mur depuis des années, et c'est encore les mêmes qui continuent, et donc qui ne vont surtout pas vouloir à un moment un audit, ne serait-ce qu'un audit d'où va l'argent public. On est le pays le plus taxé. Le gouvernement d'Elisabeth Borne coûte encore plus cher que celui de Jean Castex. Pourquoi? À quel moment, nous, citoyens... 290 000 euros par tête de pipe. Non, mais c'est dingue. Et à quel moment, nous, citoyens, on va avoir un audit de l'argent? Où va la thune? Non, mais parce que j'en parlais dans une revue de presse, on a eu Covid Tracker, vite ma dose pour trouver le truc près de chez soi pour se faire injecter. Mais moi, je veux un thune tracker. Où va l'argent de mes impôts? Et j'aimerais avoir un droit de regard sur cet argent-là et où il va. Où ça va? Ça paye les cabinets de conseil, grassement, ça paye des gouvernements, ça paye un paquet de haute administration publique, de comités et de commissions administratives indépendantes. Il y a un paquet de trucs qui servent à rien. Mais par contre, pour mettre des profs, pour payer des infirmières et des médecins, pour faire en sorte qu'il y ait des flics dans la rue, alors là, c'est beaucoup plus compliqué. Comment faire, du coup, pour revenir à une vraie démocratie? Qu'est-ce que nous, on peut faire? On peut voter d'abord. Déjà, le fait qu'il y ait 50% d'abstention, c'est quand même significatif d'un désintérêt, d'un désengagement politique. Donc, il y a deux choses. Il y a d'abord un mouvement de repolitisation et de politisation qui existe dans certaines sphères, mais qui doit aller plus largement au-delà et toucher les abstentionnistes qui pensent que oui, ils sont tous pourris et que ça ne sert à rien de voter. Et effectivement, quand on voit le jeu politique, quand on voit l'inanité des débats, on peut se dire que ça ne sert à rien. Non, ça sert à quelque chose, parce que si on n'utilise pas ce droit de vote, il ne va pas durer longtemps. Hein. Déjà que les droits qui existent sont petit à petit rabotés. Alors le droit de vote, imaginez. Et puis la deuxième chose, c'est de donner envie. C'est-à-dire qu'à un moment, il va falloir, quand je parlais d'arc souverainiste, il va falloir des écuries politiques beaucoup plus larges que celle actuelle pour faire en sorte d'amener à la politique des gens qui s'y désintéressent parce qu'ils pensent qu'il n'y a rien et que rien ne changera sous le soleil. Donc il faut être une force de changement, il faut être capable aussi d'aller
voir où sont les bouillonnements démocratiques. On l'a vu avec les Gilets jaunes, les assemblées des assemblées, les partis qui n'ont pas voix au chapitre et qui pourtant existent et qui sont là depuis des années, l'UPR, mais d'autres partis qui ont fait un travail de fond, les patriotes de Philippot, etc. Et dire, mais comment on peut arriver à coordonner tout ça sans avoir le fardeau systématiquement du faux débat sur le thème politique qui ne nous intéresse pas. La vraie question aujourd'hui, c'est quel est notre droit, quel est notre pouvoir en tant que citoyen individuel sur les grands choix qui vont orienter l'avenir de nos enfants. Est-ce qu'on a ce pouvoir? Est-ce que c'est voter pour Macron qui nous le donne? Est-ce que c'est ensuite obéir aux règles intracommunautaires édictées par la Commission européenne qui nous le donne? Non, clairement pas. Donc il faut trouver comment récupérer ce pouvoir, et pour ça, il faut un véhicule de prise du pouvoir et surtout un mouvement assez large, populaire, qui permet d'asseoir cette assise populaire et qu'on n'a pas aujourd'hui. Mais justement, comment on prend ce pouvoir? Je vais prendre l'exemple en date de la motion de censure. Bon, Ouais. Mme Le Pen a eu l'intelligence de voter la motion NUP. Ouais. Même si certains de la motion NUP, enfin de la NUP, visiblement, n'ont pas voulu voter pour leur propre motion parce que Mme Le Pen l'a voté. Et puis, on a un tierce parti qui est LR qui a décidé de ne pas voter, alors que nous avons, enfin, l'ensemble de l'opposition plutôt, a la majorité à l'Assemblée nationale. Malgré tout, le gouvernement de M. Macron continue comme si lui-même était majoritaire. Donc, comment peut-on prendre le pouvoir si derrière ça, l'opposition, elle, ne saisit pas les perches? C'est bien tout le problème, et c'est ce qui dégoûte les gens de la politique, c'est-à-dire que quand on voit les républicains qui essayent de jouer à l'opposition alors qu'ils sont d'accord avec beaucoup des mesures prises par Emmanuel Macron, c'est une hypocrisie qui se voit. Et d'ailleurs, le parti est traversé d'un débat interne et on voit bien ceux qui sont prêts à aller à la gamelle, comme on dit, c'est-à-dire rejoindre la majorité présidentielle, et ceux qui voudraient plutôt faire une nouvelle droite beaucoup plus dure et qui pourrait faire alliance avec Madame Le Pen. Certains ont déjà franchi le pas. Mais cette clarification du débat, ça ne veut pas dire pour autant qu'on aura des oppositions qui seront capables de prendre le pouvoir, parce que derrière, il y a la question de l'information, il y a la question du rôle des médias aussi dans la création d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron n'existe pas sans les patrons de presse qui l'ont fait, qui l'ont créé. Je ne sais pas combien il y a eu de une pour montrer que c'était lui le nouveau président et pourquoi pas lui, et c'est génial, et tout ça sur 6 mois, alors qu'il n'est personne, que personne ne le connaissait, qu'il n'avait jamais été élu. Vous vous rendez compte de l'entourloupe? Et ça passe, comme dit Édouard Philippe. Pareil pour la mise en scène des grands fauves pour 2027, qu'on nous vend déjà comme étant ceux qui auront peut-être l'aura suffisante pour se présenter à l'investiture suprême. Édouard Philippe, Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, mais de qui se moque-t-on, en fait? Non, donc il faut, je pense, et c'est là où c'est difficile parce que ça demande beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup de personnes. Pour faire un mouvement populaire, ça veut dire organiser des réunions, organiser des rendez-vous, des fédérations, arriver à une sorte de fête de la confédération où tout le monde se met d'accord, créer ensuite les structures internes, ce qui n'est pas le cas de la République En Marche, par exemple, qui est un parti gazeux, mais arriver ensuite à créer les structures internes pour savoir qui va représenter qui, etc. Vous vous rendez compte le temps et l'énergie et l'argent que ça prend de faire ça? Donc aujourd'hui, clairement, le jeu est bien figé, puisque les partis qui sont au pouvoir bénéficient d'une manne économique, puisqu'ils sont payés en fonction du nombre d'élus qu'ils ont, et qu'ils peuvent comme ça continuer d'exister. Mais pour arriver dans le jeu et faire le chien dans un jeu de quilles, c'est extrêmement compliqué. C'est ce qu'a essayé de faire Éric Zemmour avec Reconquête. Il a réussi parce qu'il avait là aussi l'assentiment d'un oligarque, en l'occurrence Vincent Bolloré, donc une existence médiatique extrêmement large. Il a fait 7% au présidentiel, mais ensuite, il n'a aucun élu. Son parti n'existe pas concrètement au sein des structures de décision, qu'elles soient territoriales ou nationales. Donc, même quand on a de l'argent et autant de poids médiatique, ça ne marche pas. Alors imaginez quand on sort de nulle part et qu'on essaye de faire un parti démocratique ou un parti nouveau ou essayer d'agréger différents partis, on a tous les vents contraires et c'est extrêmement difficile. Alors, je ne suis pas pessimiste en disant ça, je dis juste qu'il faut une volonté. Il faut une volonté
Et cette volonté, bah, elle doit être à plusieurs. On doit être nombreux à faire en sorte qu'une nouvelle offre puisse se mettre en place et qu'on puisse arriver à proposer quelque chose d'autre, de populaire en l'occurrence, plus proche de l'attente de nombreux Français qui n'ont pas voix au chapitre aujourd'hui dans le débat politique. Mais justement, est-ce que le souverainisme a de l'avenir? Parce que la NUP n'est pas vraiment souverainiste. Le RN, tu l'as dit même tout à l'heure, on est un peu sorti. Les souverainismes aujourd'hui, c'est quoi? C'est Dupont-Aignan, Philippot, l'UPR de M. Asselineau, et c'est tout, en fait. Et électoralement, ça représente moins de 5% pour le coup. Oui, tu as Génération Frexit, enfin, tu as plein de mouvements qui vont s'inspirer de ça. Mais oui, électoralement, ça représente rien. Et d'ailleurs, quand tu défends cet axe-là, tu es à peu près sûr de ne pas avoir une chance de gagner quelque élection que ce soit, ou très difficilement. Et c'est d'ailleurs pour ça que Mme Le Pen a totalement changé son discours, pour pouvoir justement peser dans le jeu national. Mais c'est le cas de... Enfin, regarde, même si on regarde l'Italie, où tu avais le mouvement 5 étoiles, la Lega et maintenant Meloni. Meloni, elle arrive au pouvoir parce qu'elle a clairement dit, avant même d'être élue, qu'elle est totalement raccord avec l'OTAN et l'Union européenne et que c'est super. Donc, à quoi ça sert? Et je ne sais même pas pourquoi elle a été élue, du coup. Mais il y a vraiment... voilà, c'est ce pourrissement du débat qui fait que c'est impossible de poser les termes, pourtant qui sont des termes extrêmement importants hein, dans le champ politique, de la question de la souveraineté et de la question du pouvoir au peuple. D'ailleurs, le peuple, c'est un gros mot, il ne faut pas l'utiliser, parce que qu'est-ce que ça veut dire le peuple? Qu'est-ce que c'est le peuple? C'est des peuples qui cohabitent, puisque vous aurez plein de gens qui pensent différemment et qui font une nation quand même. Mais même la question nationale, quand on dit la nation, ça a été un gros mot pendant des années. Alors c'est revenu à la mode, puisque l'Ukraine est une nation souveraine qui a été attaquée par la Russie, donc elle se défend, et là c'est génial de voir une nation se défendre, et là tout le monde applaudit, y compris les européistes, mais pendant des années la nation, il fallait surtout pas en parler, c'était un gros mot et ça amenait la guerre. Bon, j'espère que les choses changent, parce que le cadre du débat, il ne peut pas se faire au niveau européen, c'est beaucoup trop large. On a affaire à des populations qui n'ont pas ni la même vision du monde, ni les mêmes centres d'intérêt, ni les mêmes intérêts économiques. C'est d'ailleurs ce qu'on voit aujourd'hui dans le fiasco du marché de l'énergie. Et donc, il faut arriver à faire peser ces termes dans le débat. C'est pas évident, ça fonctionne, puisque c'est des termes qui reviennent quand même, on arrive à en parler, mais clairement, c'est extrêmement difficile de porter un message souverainiste actuellement dans le champ politique. Et, oui, parce que j'ai l'impression que malgré que les gens te disent « oui, je ne crois pas dans les médias, je ne crois pas dans ce qu'ils racontent », les médias quand même les influencent, parce que derrière, lorsque tu donnes une information, si celle-ci n'est pas corroborée par un mainstream, les gens ne croient pas à l'information. Ça faut le dire. Donc les gens ont souvent un côté un peu schizo pour le coup. Il y a la peur, il y a l'aspect panurgique, d'être un mouton comme un autre pour pas être montré du doigt. Ça, c'est évident, on l'a vu, on l'a vécu ces derniers mois. Beaucoup de gens préfèrent être un mouton qu'être un mouton pensant. Et c'est bien malheureux, parce que plus on est de moutons pensants, mieux le troupeau s'emporte en réalité. Et là, sur les mainstream, c'était assez génial, parce que tu as cette vidéo qui est sortie il n'y a pas longtemps de Julien Pain, un des fact-checkers, avec un de ses acolytes, qui explique que si l'info n'est pas vraiment reprise dans les médias principaux dits mainstream, c'est qu'elle n'existe pas ou qu'il faut s'en méfier. Mais vous avez des infos qui sont sciemment non reprises dans les médias. Prenons comme exemple la mort du professeur Montagnier, comme si elle n'avait pas existé, ou même quand il, lui, dénonçait déjà ses doutes en tant que scientifique émérite sur le virus, pareil, personne ne voulait l'écouter. Et plein d'autres informations comme ça qui sont soit très mal traitées ou très peu. Le JDD va donner une grande tribune à Nicolas Sarkozy, sans rappeler qu'il est multicondamné et qu'il est sous le coup de nombreuses affaires judiciaires en cours d'instruction. C'est pas normal. Enfin, c'est pas normal. Donc, voilà, c'est pour ça que la formation aux médias est importante, comprendre ce qu'on lit, ce qu'on regarde et ce qu'on écoute, et pourquoi c'est créé de cette façon-là.
Et pourquoi justement l'idée de labellisation et de dire qu'il y a une information officielle est dangereuse? Parce que ça pourrait être une censure déguisée d'informations essentielles, mais qui ne sortent pas parce que ça ennuie les tenants de la doctrine officielle du parti unique. Tiens, mais pour en revenir à la motion de censure, lorsque dans l'après-midi, on apprend, enfin, que Mme Le Pen en tribune dit, voilà, je vais voter la motion de censure au NUP, est-ce que tu t'es dit à ce moment-là, tiens, il y a quelque chose quand même qui bouge? Parce que moi, personnellement, il y a 3 semaines, ou même la semaine dernière, je n'aurais jamais cru que le RN allait voter la motion de censure de la NUP. Là, j'ai l'impression quand même qu'il y a quand même un frémissement politique. Alors, il y a un coup politique. Marine Le Pen, ça fait longtemps qu'elle fait de la politique, donc elle sait très bien qu'en faisant ça, elle fout tout le monde dans la merde, excusez-moi de l'expression, mais elle fout les gens de la NUP dans la merde, puisque non, on va être accusé de faire alliance, ça va être l'alliance rouge-brune, c'est terrible, faut surtout pas ça. Elle fout les LR dans l'ennui également, dans l'embarras, puisque eux ne votent pas la motion de censure, parce qu'ils sont plutôt d'accord avec M. Macron, faut le dire. Et puis elle rassure ses électeurs en disant voilà, j'ai été élu pour être l'opposition, je suis l'opposition. Bon, elle sait que la motion ne sera pas acceptée non plus, mais elle met un pavé dans la mare. Et d'ailleurs, ça fait réagir. Et on voit que la NUP est une alliance faible, puisque très vite, Yannick Jadot, pour les écolos, explique que la prochaine fois, on fera une motion de censure pour être sûr que Marine Le Pen ne puisse pas la voter. Comme ça, on sera bien sûr qu'elle ne passera pas. Donc, ces gens-là ne font pas de la politique d'opposition, ils font de la politique de rente. C'est-à-dire qu'ils sont là pour récupérer l'argent public, pour s'assurer une opposition tout à fait républicaine et tout à fait acceptable de la part du parti de gouvernement, mais en attendant une hypothétique alternance au bout de 5 ans de saccage de la nation française. Donc, elle a eu raison de le faire, je pense. C'était un très beau coup politique. Ça permet de voir un peu, de dévoiler un peu l'hypocrisie, de voir un peu où sont les forces politiques. Ça la pose aussi en opposante. Ça ne veut pas dire pour autant qu'elle le faisait en pensant que ça allait passer non plus. Il ne faut pas être dupe. C'est vraiment un coup politique et c'est la seule à l'avoir fait. Donc, on voit bien que là, elle a pris quand même la main par rapport aux autres oppositions. C'est pas à n'importe quel l'Assemblée coup nationale. politique. Parce Ah bah non, qu'en bien sûr. retour, la NUP peut-être ne l'aurait pas fait. Et puis, Bien sûr. rappelle-toi, à la base, il devait y avoir 2 motions de censure, c'est-à-dire celle du RN, celle de la NUP. Et en fin de compte, le RN a décidé de voter la NUP d'en face. Oui, bien sûr. Pardon, Mais, la et motion de c'est pour censure ça d'en que c'est un face. pavé dans la mare, parce que en face, on voit bien que ça ne réagira jamais comme ça répondra pas. Ça ne veut pas dire pour autant que Marine Le Pen l'a fait en pensant que ça passerait. Attention, Marine Le Pen a besoin de ses 89 députés pour se refaire une santé financière. Là encore, c'est un parti endetté, l'Assemblée nationale, avec 89 députés et les lois qui sont les nôtres, elle va pouvoir engranger beaucoup d'argent sur les années qui viennent, se remettre à flot et préparer les campagnes qui viennent. Les LR ne veulent surtout pas une dissolution non plus, parce qu'ils ne sont pas assez nombreux et ils ne sont pas sûrs de remettre autant de députés si jamais il fallait faire campagne. Quant à la NUPS, on a vu les accords de principe avant même l'élection pour s'assurer d'avoir suffisamment d'élus et peser un peu dans le débat. Et personne, en fait, n'a intérêt à une dissolution. Et Macron le sait très bien. S'il appuie sur le bouton, il fout tout le monde dans l'embarras. Et il ne peut pas se mettre lui dans l'embarras? Également, mais au point où il en est. On parle de second quinquennat, ça commence, c'est des couacs partout, on ne sait même pas où il est, ni quel est son cap. Alors, il nous expliquait, hein. Si, c'est protéger et libérer. Bon, alors, je n'ai pas besoin de sa protection ni de sa libération, merci. Mais derrière, ça ne peut pas être pire qu'une cohabitation franche. Donc, au pire, lui s'assure de gouverner en disant c'est pas moi, c'est lui. Son parti Renaissance se débrouillera toujours pour avoir quelques élus. Par contre, là où est le bénéfice, c'est qu'il peut en finir avec les Républicains, qui seront incapables de faire campagne, asseoir le Rassemblement national comme l'opposition numéro 1, ce qui l'arrange aussi dans le cadre d'un prochain candidat venu de la majorité présidentielle, seule républicaine et respectable. Et puis, foutre un coup dans la NUPS qui ne se remettra pas d'accord de la même façon pour les différentes circonscriptions. Donc, de toute façon, si on regarde le jeu politique, il peut tout à fait dissoudre, il fera une Chirac, mais c'est pas grave, ça permet de gouverner tranquille. En gros, ce que tu es en train de dire, c'est qu'en fait, chacun a des intérêts pour que ça reste en l'état et qu'en réalité, on vit un théâtre, quoi. Enfin, c'est juste un théâtre, un jeu de dupes.
C'est un cadre de débat parlementaire extrêmement encadré, avec des intérêts qui ne sont pas que les intérêts de la collectivité. Les partis jouent un jeu perso sur l'intérêt partisan. Évidemment, ils ne vont pas non plus se tirer une balle dans le pied. C'est déjà assez difficile, comme je le disais, de créer un parti, d'avoir des élus. Une fois qu'on en arrive là, on ne va pas non plus tout flinguer parce qu'il faudrait sauver la France. Non, attendez, on sauvera la France quand on sera au pouvoir. Pour le moment, on est dans l'opposition. Chacun son tour. C'est un peu ça le truc, quoi. Donc, du coup, rien ne changera au moins jusqu'en 2027, en fait. 3,49,3 en 3 jours. Aucune motion de censure. Macron est tranquille. Il est tranquille. Donc en réalité, lorsque les gens l'ont mis malgré tout en minorité, du coup, ça aurait été la même que s'il avait la majorité absolue. C'est pas la même parce qu'il y a des débats qu'il n'y aurait pas eu, par exemple, parce qu'on peut dévoiler davantage dans les médias, justement, l'aspect particulièrement injuste de sa politique. Donc, ça change quand même sur la perception de ce qu'est le pouvoir d'Emmanuel Macron. Mais sinon, oui, globalement, il sait qu'il peut passer tranquillement avec le 49.3. Mais regardez, même quand le Sénat était la seule opposition, et opposition faible, aux politiques sanitaires débiles, c'est passé quand même. Il a fallu le Sénat pour avoir une enquête sur les cabinets de conseil. Bon, il y a toujours autant d'Afrique publique pour les cabinets de conseil. Et c'est l'ami Stanislas Guérini qui s'en occupe maintenant. Donc, les contre-pouvoirs sont faibles dans la Ve République. Et donc, Emmanuel Macron peut faire beaucoup de choses, passer outre les débats parlementaires, gouverner par décret, placer ses hommes partout, y compris à la tête d'EDF, par exemple, ou ailleurs. Et ça n'ennuie personne. Moi, ça m'ennuie personnellement, mais ça devrait être beaucoup plus problématique. Mais on fait avec ce qu'on a, des institutions faites pour un pouvoir absolu, quasiment. Mais justement, est-ce qu'on doit continuer à être légitimiste ? Mais oui, parce que sinon, on est hors du cadre de la loi. Donc il y a la loi, elle est parfois injuste, parfois même complètement débile, mais mieux vaut quand même essayer de rester dans le cadre de la loi. C'est-à-dire, si vous commencez à dire que les institutions sont illégitimes et qu'il faut les renverser par une révolution citoyenne, vous allez avoir des gros problèmes. Sans compter que la révolution citoyenne va aussi avoir des gros problèmes. Donc je pense qu'il faut bien sûr continuer de jouer avec ce qu'on a, sachant que les règles sont quand même globalement mal faites. Essayer de pousser davantage à ce qui est cette prise de conscience populaire du fait politique, et puis avoir la pression de la rue, évidemment, et pas seulement comme le font les syndicats de manière très gentille avec des ballons et des klaxons, mais avoir une pression de la rue, comme on l'a vu pendant les Gilets jaunes, où là, il y a eu une peur du pouvoir parce que ça dépassait le cadre, justement, des partis et des marches et des choses comme ça. Mais ça reste une pression de la rue quand même qui est aux limites de la loi, pour le coup. Sur les Gilets jaunes, clairement. Et d'ailleurs, l'État aussi était aux limites de la loi, puisque je suis désolé, mais on ne maintient pas l'ordre en éborgnant des manifestants pacifistes. Donc non, c'était un scandale ce qui s'est passé. Mais si vous voulez... la stratégie de prise du pouvoir, c'est pas compliqué. Si, c'est compliqué parce que ça demande des stratégies de prise de pouvoir. Il faut d'abord avoir suffisamment de poids médiatique pour faire valoir une voix dans un débat national. Ensuite, il faut avoir des gens infiltrés qui vont être capables de monter au sein d'un gouvernement, au sein des structures que sont les différents ministères, etc. Et puis, il faut ensuite avoir suffisamment de gens prêts à être là pour voter pour vous ou bien pour manifester à l'appel d'un grand rassemblement sur un thème ou un autre. Donc voilà, toutes ces stratégies-là, chacun essaye de les mettre tant bien que mal en œuvre, notamment ce que j'ai pu voir à la France Insoumise, avec un média de parti, avec les nombreuses marches, avec les comités locaux, etc. Mais ça prend du temps et voilà, pour le Rassemblement national, ça a été la même chose. Des médias, des comités locaux, la prise de territoire totalement abandonnée par les partis traditionnels, et voilà, et ça paye dans les deux cas. Mais arrive ensuite le problème de la prise du pouvoir, c'est-à-dire quand on est à l'élection présidentielle, au second tour face à Emmanuel Macron, on n'est pas gentil comme l'a été Madame Le Pen.
On lui rentre dedans. On l'atomise au débat présidentiel. Mais est-elle capable de ça? Parce qu'elle a voulu l'atomiser en 2017. Bon, on a vu qu'elle n'était pas très bonne. Voilà. Ben, je ne sais pas si elle veut. Et je ne sais pas qu'elle puisse, oui, j'en doute pas. Elle est tout à fait capable d'avoir des dossiers étayés et de lancer des vraies accusations sur 5 ans. En plus, on avait le recul sur les 5 ans d'Emmanuel Macron. Donc, l'attaquer sur son bilan, c'était la première chose à faire et ne pas lui laisser une seconde par rapport à ce bilan qui est calamiteux, et notamment sur les libertés, et notamment sur les inégalités qui ont explosé, enfin, sur le fait qu'aucune de ces promesses n'a été tenue. Enfin, ce débat était inexistant. Plus, vous aviez le mur médiatique qui disait tout sauf Le Pen, évidemment, attention, plus l'appel de Jean-Luc Mélenchon, aucune voix pour Madame Le Pen, bah voilà, vous arrivez à un truc, ah bah ouais, vous avez Macron 50 plus. Il aurait fallu du coup que M. Mélenchon dise, voilà, j'appelle à voter Le Pen. Non, il peut pas le faire, évidemment. Enfin, il parle à sa famille politique, il parle à des gens qui jamais de leur vie ne voteront Le Pen, mais il n'était pas obligé de dire ça. Il pouvait dire, bon, bah voilà, allez, moi j'ai fait mon boulot, faites mieux. Maintenant, il y a un deuxième tour, votez en votre âme et conscience. Point. Et tu as parlé là, des manifestations de la CGT, qui étaient gentilles. Donc, qu'est-ce que tu penses des manifestations des patriotes de M. Philippot? Bah, c'est bien, c'est ça. Quand je parlais de pression populaire, c'est être capable plusieurs fois par mois d'être dans la rue le samedi, d'exister et de montrer qu'il y a du monde, qui est là à l'appel de différents appels. Donc ça montre que les gens se mobilisent et sont prêts à marcher et sont prêts à être là. Et effectivement, c'est des manifestations qui se passent bien tous les samedis, qui sont même niées par les médias, puisque LCI était allé jusqu'à dire que c'était une fausse manifestation mise en scène par des Russes pour faire croire qu'il y avait des gens qui manifestaient en France alors qu'il n'y en avait pas. Magnifique moment de télémouton. Mais ça veut dire que qu'est-ce qui se passe après? C'est très bien de tenir le pavé, c'est très bien d'arriver à faire ça, ça permet aux patriotes d'exister de cette façon-là, de recruter aussi, de se rendre visible, mais je ne sais pas quelles sont les autres mises en place dans la stratégie de M. Philippot, mais au moins ça a le mérite d'exister. Mais on parle à très peu de gens, même quand les chaînes d'infos en parlent, c'est pour dire que ça n'existe pas, ça fera jamais la une, et voilà, à part les gens convaincus, ceux qui savent, ceux qui étaient déjà contre le pass vaccinal à l'époque, ceux qui maintenant sont scandalisés de voir les milliards déversés pour une guerre qui n'en finira pas en Ukraine, voilà, c'est compliqué encore une fois d'exister sur cet axe-là. Preuve en est avec ce mouvement-là. Mais ça permet de montrer qu'il y a une force, il y a une volonté, et il y a une volonté d'exister, y compris physiquement dans la rue. Est-ce que tu y participeras peut-être à une de ces manifs? Qui ça? Bah toi. Moi, je suis déjà allé à ces manifs. Ah bon? Ouais. Alors, pardon, excuse-moi. D'accord, je savais pas. J'étais avec Nicolas Vidal. Et on a oui, croisé... au début, dans les débuts, je crois ça. Non, c'était... Je sais pas quand c'était. C'était en 2021. Ras-le-bol vaccinal. Ouais, c'était alors là, on était dans le cadre du pass vaccinal, ouais. D'accord, ok, oui, bon. Excuse-moi, c'est vrai qu'il y avait tellement de monde qu'on n'a pas pu se voir, voilà. Bon, j'ai croisé du monde quand même. Ils étaient contents de nous voir, Nicolas et moi, mais ouais, non, j'y suis allé. Mais du coup, on a parlé des démocraties. On a appris hier que Elon Musk a racheté Twitter. Qu'est-ce que tu en penses justement de ce rachat, sachant qu'il a déjà viré la DG, je crois? Il a viré la responsable juridique, qui était Madame Censure de Twitter. C'est elle qui a fait en sorte qu'on ne parle pas de l'affaire Hunter Biden avant les élections aux États-Unis. Il a viré le DG, bien sûr. Il a viré, je crois, encore un autre cadre, 4 cadres dirigeants. Et il a tweeté « L'oiseau est libre, the bird is free ». C'est un oiseau bleu. Ce rachat de Twitter, plusieurs choses. D'abord, il a joué un jeu dangereux puisque on ne savait pas s'il était sérieux dans le rachat de Twitter, et 44 milliards de dollars, ça me paraît cher pour Twitter. Et je pense que lui est très conscient qu'il s'est fait avoir, que le deal n'est vraiment pas honnête, et que je pense qu'il est un peu vénère de récupérer Twitter à ce prix-là. Je pense qu'il l'aurait récupéré peut-être à 7-8 milliards, c'était bien assez, mais 44 milliards, l'arnaque est vraiment énorme. Et sachant qu'il a voulu faire un audit sur le nombre de robots, de faux comptes, enfin savoir un peu ce qu'il achetait. Donc, il va y avoir un grand ménage, il va y avoir un audit.
ce qui fait comme tout businessman, hein, mais il aurait dû faire l'audit en amont avant de se lancer dans cette aventure. Après, c'est Elon Musk. Parfois, il a des attitudes étonnantes. Et puis derrière, c'est un businessman. Donc, il a tout de suite rassuré les annonceurs en disant « Oui, je rachète Twitter, mais vous inquiétez pas, je ne vais pas changer brutalement la politique de modération. Il faut que ça reste un cadre de débat serein. Donc, les choses ne vont pas changer du jour au lendemain. » Et puis, il a un objectif de moyen-long terme, c'est de faire de Twitter l'application centrale pour tout le monde. Une sorte de WeChat à la chinoise, il l'a dit plusieurs fois. Il veut que ça devienne X. WeChat exactement, parce qu'on ne connaît pas ici en France. Alors WeChat, c'est le réseau social chinois, il n'y en a qu'un, où vous avez tout dedans, YouTube, Instagram, Twitter, mais vous avez également votre compte en banque, vous pouvez faire des achats avec, vous avez le Bon Coin, vous avez... Enfin, c'est le lieu où vous êtes, vous avez une existence numérique totale, complète là-dedans, et les démarches administratives. Donc c'est le danger d'un truc pareil, c'est le crédit social à la chinoise. Tout simplement parce qu'on sait tout de vous sur une seule application. Là encore, on peut choisir de ne pas utiliser les applications de Google, d'Apple ou de machin. Là, vous n'avez pas le choix, il n'y en a qu'une. Donc, on sait tout de vous et le on, là, c'est le Parti communiste chinois. C'est encore autre chose. Hein. C'est encore un autre délire. Là, ce serait Elon Musk qui serait tout de vous et qui foutrait en l'air la concurrence. Son idée est très simple. C'est derrière de faire en sorte que Meta se casse vraiment la gueule. C'est déjà le cas, hein, puisque la maison mère de Facebook, Meta, est en train de perdre en bourse comme jamais, avec ce projet de métavers qui séduit personne, en fait, et puis avec un désamour aussi des utilisateurs, parce que Facebook a trop censuré, parce qu'Instagram également a trop censuré, parce qu'il y en a ras-le-bol, en fait, de ces plateformes qui sont des outils privés, mais qui ont des règles de fonctionnement qui vont trop loin dans la censure. Donc, voilà un peu le chemin qu'il est en train d'essayer de tracer. Et puis, on peut compter sur Elon Musk pour essayer de faire en sorte de ne pas perdre d'argent, de faire en sorte que Twitter deviennent rentables. Il parle d'avoir 1 milliard d'utilisateurs très rapidement. Donc, il va essayer de développer cette plateforme. Je ne sais pas comment, ni avec quels moyens. Reste à voir. Peut-être qu'il va tout simplement fermer Twitter et dire j'arrête tout. Il est capable de tout, Elon Musk. Hein. C'est un peu 44 milliards, ça me paraît quand même compliqué, quoi. Surtout Exactement. Il a fait un prêt Bah aussi. Oui, non, mais je pense qu'il est très énervé en fait d'avoir été forcé de racheter ce truc. Donc il peut vraiment flinguer le truc pour dire je fais autre chose. Enfin, je sais pas, tout est possible quoi. Mais est-ce que ça peut être... Il va être joueur. Est-ce que ce développement de Twitter par Elon Musk peut être un outil démocratique pour le peuple? J'espère que la promesse de liberté de parole sera tenue. Parce que là, c'est scandaleux ce qui s'est passé. Tous les comptes qui ont été shadowban ou carrément fermés par principe politique. Alors, encore une fois, c'est une boîte privée, elle fait ce qu'elle veut, elle édicte ses règles. Il n'y a pas de problème en respectant les lois de chaque pays. Mais il y a quelque chose de scandaleux, en fait, à avoir l'aspect politique qu'a pris cette plateforme. Alors même que les dirigeants disaient que pas du tout. Non, c'était tout simplement pour assurer un débat serein. C'est faux. Il y avait un axe politique clair et affirmé, sauf qu'ils ne l'assument pas. Et ça, c'est pas acceptable. Donc, j'espère qu'il y aura un retour à davantage de diversité sur Twitter. Est-ce que les réseaux sociaux, justement, tu as parlé de Facebook et de Meta, travaillent parfois, souvent même avec l'État Macron, je dis. Hein. Oui, ça a même été annoncé fièrement par Marlène Schiappa, qui disait qu'ils allaient mettre les mains dans le moteur de Facebook à l'époque, sur les campagnes, bien sûr, de lutte contre la haine en ligne et la désinformation, qui sont toujours le cheval de Troie pour faire avancer la censure. Laurent Soli, le patron de Facebook, c'est un ancien sarcoboy. Et dans tous les pays où Facebook opère, ils ont toujours choisi quelqu'un qui avait une couleur politique très marquée, qui était proche des cercles du pouvoir. C'est un outil de pouvoir, Facebook. Hein. C'est quand même... on a vu la façon dont certains comptes montent et puis d'autres descendent. Certaines pages sont fermées très rapidement. Les Gilets jaunes, ça a été un laboratoire de ça, vraiment. Hein. On a pu voir comment tout ça fonctionnait. Donc, il ne faut pas être dupe. Ce sont des outils de pouvoir. Et le pouvoir travaille avec ces outils. Et les GAFAM financent également les organes de fact-checkers. Notamment, il y a eu celui de Libération qui a été financé pendant pas mal de temps. Maintenant, ils ont arrêté. Le Monde, etc., qui reçoivent des financements publics de la part de ces entreprises. Des financements privés, pardon, de la part de ces entreprises. Donc, oui, il y a déjà un travail qui est fait par ces plateformes-là pour encadrer le débat public. C'est évident. Mais justement, tu as parlé de Laurent Soli, sarcoboy, président de Facebook France. Bien entendu, lors de l'interview d'avant-hier,
c'est Madame Caroline Roux qui s'en est chargée. Caroline Roux est la femme de Monsieur Laurent Sauli. On sent quand même qu'il y a des accointances, quoi. Je veux dire, est-ce que c'est normal que cette dame puisse interviewer comme ça, là, en prime time, le président de la République, en ayant ces informations là en tête? Même si j'imagine que les gens ne le savent pas. Non, mais c'est à ça que ça tient quand je parle du cirque politico-médiatique, c'est-à-dire qu'on a affaire, c'est très bien écrit par Branco hein, dans Crépuscule, à des gens qui se connaissent, à des gens qui sont même mariés femmes, à des gens qui sont cousins, à des gens qui ont des histoires familiales intriquées, parfois sur des générations. Enfin, Xavier Niel, qui a épousé une héritière, je ne sais plus quelle grande famille. Le Pinot. Non, Pinot, voilà. Bernard Arnault, Pinot. Arnault, voilà. Je ne voulais pas dire de bêtises, donc c'est pour ça. Mais voilà, vous dire que la concentration des richesses et des pouvoirs, elle est réelle. Vous avez pour ça les dîners du siècle, par exemple, qui organisent justement la cooptation. On ne rentre pas dans ces cercles-là en claquant des doigts ou en dénonçant ces cercles-là. Donc évidemment, vous avez d'abord le pouvoir financier, réel, hein, l'argent, la plutocratie qui fait que c'est l'argent qui fait les candidats, c'est l'argent qui fait un peu la couleur du pouvoir, et puis ensuite vous avez les valets, ceux qui vont être ceux qui tiennent la parole officielle, les éditorialistes très bien payés, des chaînes d'infos en continu, ou même des médias publics. Enfin, voilà, Léa Salamé qui est Madame Glucksmann. Raphaël Glucksmann, qui est député européen, qui a été conseiller du gouvernement de Géorgie et qui maintenant milite pour une guerre dure en Ukraine. Tout est comme ça. Donc, on parle de conflit d'intérêt pour le gouvernement, mais le conflit d'intérêt est partout dans ces cercles du pouvoir, puisqu'ils sont tous là pour renforcer leur pouvoir. Et si vous voulez limiter ces pouvoirs-là, c'est extrêmement difficile parce que vous n'aurez pas accès au financement, vous n'aurez pas accès au temps médiatique, vous n'aurez pas accès non plus aux signatures pour faire une campagne présidentielle. Mais justement, qu'est-ce que tu as pensé de cette interview de M. Macron? J'imagine que tu as dû quand même la regarder. Tu en as pensé quoi exactement? Je ne sais pas qui écoute encore Emmanuel Macron, on en parlait tout à l'heure, des gens qui vont l'écouter au premier degré, mais sinon, c'est une logorée. Il parle tout le temps sur tous les sujets pour expliquer qu'il fait à peu près de l'improvisation, mais en expliquant qu'il a un cap et que c'est formidable, et que c'est lui le meilleur d'ailleurs, et qu'il faudrait arrêter de le critiquer. Donc, à part des petites sautes d'humeur où on le voit quand même fébrile quand on parle de la motion de censure, où il a même lancé une fake news sur le fait que la NUP aurait changé la motion de censure pour que Marine Le Pen la vote, c'est faux. Là, il l'a dit à 1 heure de grande écoute, personne n'est revenu dessus, y compris la journaliste. Plus ce truc dingue, j'en ai fait une vidéo dans ma revue de presse où il explique que vous pourrez prendre votre retraite et on a travaillé pour faire en sorte que le jour où vous prenez votre retraite, vous puissiez continuer de travailler quand vous êtes médecin. Le concept de la retraite, c'est d'arrêter de travailler. Mais bon, pour Macron, non. L'idée, c'est de pouvoir cumuler emploi-retraite. Après les tracances, les vacances au travail, c'est la retraille, la retraite au travail. C'est le progressisme macroniste. C'est formidable. Donc, à part des blagues, à part de voir quelqu'un d'excessivement imbu de sa personne, qui a tout le temps la même rhétorique, je suis le meilleur, je ne comprends pas pourquoi vous ne me comprenez pas. Vous êtes vraiment tous des cons. Rien de nouveau sous le soleil. Et il est de moins en moins les formes pour l'expliquer. C'est-à-dire qu'on le sent limite fatigué de faire cet exercice. Alors qu'avant, il aimait s'entendre parler. Là, je crois que même là, il se dit que non, je pourrais m'en passer, en fait. Ouais, c'est clair. Ouais, voilà. Mais regarde, tu as parlé des retraites. Moi, quand j'étais adolescent dans les années 90, lorsque, je sais pas moi, le gouvernement Balladur ou Juppé disait, voilà, vous allez travailler 6 mois de plus, ça faisait sortir la France dans la rue. Aujourd'hui, ils nous parlent de retraite à 65 ans en 2031. Bon, c'est passé comme ça. Bon, il n'y a pas d'affolement. Même les syndicats, dernièrement, ont très peu mobilisé. Enfin, je veux dire, on a l'impression que les gens sont devenus apathiques, qu'il y a une forme un tel désespoir que bon, ils disent bon, bah, ça arrivera, tant pis pour nous. C'est la dépolitisation dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les médias n'entretiennent pas le débat, ou de manière très biaisée,
sans rappeler les nombreuses mises en examen, les conflits d'intérêts, etc., etc., les promesses non tenues, la violence du gouvernement. Oui, ça passe, comme disait Édouard Philippe, ça passe. Hein, cette interview formidable qu'il a donnée à l'époque où il avait la barbe blanche et noire, où il disait, mais on n'en revient pas tellement ça passe. On leur tape sur la gueule, on leur flingue tous leurs droits, on leur promet un avenir dégueulasse, et ça passe. Même lui était étonné, quoi. Donc, comment tu l'expliques, ça? Mais il faut voir que ces gens-là... Est-ce que parmi tes proches, tes amis, des gens, voilà, tu les sens désabusés aussi, alors que peut-être il y a 20 ans, 30 ans, ils n'auraient pas dû parler? Non, les gens sont en colère. Il y a un sondage qui est sorti, ça vaut ce que ça vaut les sondages, mais la colère est palpable. Depuis les Gilets jaunes, la colère, elle est là. Elle n'a fait que grandir. Et cette invisibilisation de la colère, hein, le fait de faire comme si tout allait bien, comme on fait des chèques cadeaux, taisez-vous. Enfin, il y a même un mépris incroyable de la part de ces élites autoproclamées. On fait des petits chèques pour qu'ils ferment leur gueule. En gros, c'est ça. Hein, et on essaie de tenir un truc qui est intenable. 3 000 milliards de dettes, une économie en récession, 3 millions de chômeurs, c'est intenable. Mais on fait en sorte que ça tienne avec des petits chèques. Parce que ça passe. Ça passe jusqu'à un certain moment. Et moi, ce que je vois, c'est une colère énorme. Et pas qu'en France. Il y a des pays qui sont passés de l'autre côté, où la colère, ça y est allée dans la rue. Et là, on a vu, alors pas des révolutions, parce que c'est pas organisé. Donc, on a des émeutes, on a un énorme bordel, on a des prises de palais de la République, mais très vite, la répression d'État arrive et les émeutiers s'en prennent plein la gueule, excusez-moi du terme. Donc, même la prise de pouvoir dans des pays où on pourrait se dire c'est faisable, non. L'État, les pouvoirs en place sont prêts à répondre avec une violence inédite. Si jamais vous veniez à vouloir tout renverser de cette manière-là. Donc, c'est pour ça que je parlais de différentes stratégies de prise de pouvoir. Et ça prend du temps. Et pourtant, la colère est là. Et donc, il faut un exutoire à cette colère. Mais il faut un parti de la colère, d'une certaine façon. Quelque part, on va dire, mais bien sûr, vous avez raison. C'est inacceptable de les entendre parler comme ça. C'est inacceptable de nous sortir un plan de sobriété énergétique pendant qu'on importe du charbon d'Afrique du Sud et d'Australie et qu'on importe du gaz naturel liquéfié ou du gaz de schiste des États-Unis par cargo entier. C'est du foutage de gueule, évidemment. Et pourquoi on l'accepte? Parce que personne ne va voir Elisabeth Borne en disant, mais vous foutez de la gueule du monde, Madame Borne, ou quoi? J'aimerais bien un journaliste un jour en matinale recevoir la Première ministre et dire, bon, Elisabeth Borne, il faut qu'on cause. Oui, mais sans la prévenir. C'est quoi ce foutage de gueule là? Mais de quoi parlez-vous? Je parle de votre politique quand même. Alors là, je regarde les chiffres. Hein. Ce que je viens de vous dire sur le budget, l'inflation, la politique de la BCE, l'argent magique, le fait de faire des chèques alors que c'est nous qui payons nos chèques, puisque c'est des impôts, in fine. Comment vous faites en fait pour prendre les gens pour des cons de cette façon-là? Parce que vous êtes là pour m'aider à les prendre pour des cons, monsieur le journaliste, normalement. Non, pas ce matin, je vais t'expliquer. Et là, il peut peut-être se passer cette prise de conscience. Mais je pense qu'il faut un véhicule politique à la colère populaire. Alors, ça fait peur quand on dit ça. Hein. Ouh là là, c'est genre, ouh là là, ça c'est populiste. Hein. Ouh là là, c'est populiste. Mais c'est vrai, si on n'a pas de véhicule politique à cette colère politique, parce que c'est une colère politique. Derrière, c'est des gens, ils ne sont pas en colère parce qu'ils sont en colère. Ils sont en colère parce qu'ils voient bien qu'ils ne finissent pas le mois, qu'il n'y a pas d'avenir pour leurs gosses, qu'ils vont perdre leur boulot, qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'on leur demande, hein, de faire une rénovation thermique de leur habitat. Ils ne peuvent pas payer plus cher la taxe d'habitation s'ils sont propriétaires parce qu'ils ont déjà payé suffisamment cher leur logement et que ce n'est pas évident de finir avec des bouts d'emploi les fins de mois. Et puis derrière, on leur dit, mais en plus, vous n'aurez pas de retraite, il n'y aura pas de repos en fait. C'est un bulldozer antisocial. C'est exactement ce qu'a fait Thatcher dans les années 80, ça nous arrive maintenant sur la gueule. Les Anglais, les mineurs ont fait la grève, certains sont morts dans des grèves de la faim, mais Thatcher est passé par la violence. Donc, il faut être conscient de cette violence. Quand j'ai fait mon édito sur Je rêve d'un peuple féroce, c'était pour répondre à ça. De dire oui, il faut, n'ayez pas honte d'être en colère. Et soyez féroce, ça ne veut pas dire être violent. Ça veut juste dire, mais regardez la férocité de ce que vous avez en face de vous. Et si vous êtes de 12 agneaux, ça marchera pour eux, ça passera. Donc soyez féroces comme eux le sont, avec sourire, avec bienveillance, avec des mots doux, enrobés, mais soyez féroces dans votre opposition. Et c'est ça, je pense qu'il faut vraiment arriver à mettre en place, avec toutes les difficultés que je viens d'évoquer, hein, l'accès aux médias, l'accès au financement, l'accès au parrainage, etc., le nombre également. Mais si on ne le fait pas, la colère, de toute façon, s'exprimera. Mais est-ce que ce parti de la colère existe? Est-ce qu'il est à créer? Et puis, tu sais, tu as aussi une autre chose.
c'est que chacun veut sa petite chapelle, chacun veut Oui, son chapeau à mais plumes, et la parce que division profite à l'État. oui, mais parce que c'est le principe démocratique de payer des partis pour qu'ils existent, pour avoir une pluralité démocratique. Donc, une fois que vous avez la rente, vous faites tout pour vous y accrocher, c'est normal. Et c'est comme ça que le MoDem récupère quasiment 4 millions par an et met la moitié de côté pour préparer une candidature de François Bayrou. C'est impressionnant quand même. Donc, nos impôts servent à payer le MoDem 4 millions par an. Bon, bah, super. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que François Bayrou va être candidat au présidentiel en Non, 2027. il sait pas, il sait pas. Mais en gros, dans le cadre d'une possible candidature, ce serait un peu le Joe Biden français, tu vois le délire. Le parti met la moitié de ses revenus chaque année. C'était dans le challenge de cette semaine. Donc tu te dis, ouais, quand même, c'est phénoménal d'avoir cette information. Et donc il y a ce jeu démocratique qui existe. Et heureusement qu'on a une pluralité de partis, tant mieux. Et que ces partis puissent avoir une indépendance financière et exister grâce au vote des Français. Maintenant, ce que je vois, ce que je constate, élection après élection, c'est l'abstention, qui est le parti numéro 1, c'est la colère qui ne fait que monter, c'est le désarroi, puisque systématiquement, les électeurs ont l'impression de se faire trahir une fois l'élection passée, les promesses ne sont pas tenues, c'est toujours... Enfin, on a affaire à des mecs quand même qui, élection après élection, t'expliquent qu'il faut voter pour eux parce que ce sera mieux après. Et après leur mandat, c'est pire. Mais ça, depuis les années 70, on va dire. Peut-être même avant. Mais tu te dis, mais oh, c'est quoi ce délire, en fait? Vous êtes payé pour quoi, en fait? Donc, autant se présenter et dire, avec moi, vous êtes sûr que ce sera pire après, mais au moins, on va s'amuser. C'est clair. Enfin, on va s'amuser, je ne suis pas sûr quand même, parce que on a eu cette information dernièrement où on apprend que M. Macron voudrait se présenter en 2032, Ouais. avec un clone de M. Macron en 2027 entre-temps. L'avenir n'est pas rose, quoi. Je veux dire, j'ai l'impression qu'on va assister à une forme de dynastie derrière. Alors non, il n'a pas d'héritier, heureusement. Ouais, Enfin, il a des héritiers symboliques, malheureusement. Mais il est jeune, ouais, il peut durer très très longtemps. Il peut nous faire une Giscard, hein. Le mec peut revenir tout le temps pour peser sur le débat. Donc oui, ça peut être très long. Ça peut être très très long. Sachant qu'en plus, il tient un pôle qui est le pôle du pouvoir en réalité. Le Macron, pourquoi il est ni de droite ni de gauche? Parce que il explique que voilà, le pouvoir, c'est simplement l'argent. Hein. Il faut des emplois, il faut de l'argent pour créer des emplois. L'argent, bah, c'est pas les impôts parce qu'il y en a trop déjà, donc on les garde quand même parce qu'il faut un peu se payer, mais globalement, il faut que je fasse plaisir à des investisseurs étrangers pour qu'ils investissent en France. Hein. Dès qu'il est élu, il fait ses grands sommets à Versailles où il invite tous les grands patrons internationaux pour venir un peu se partager les parts du gâteau. Et donc, il doit déréguler davantage, il doit toujours casser les services publics pour que ce soit des poches de croissance pour les secteurs privés, du conseil, mais aussi voilà, l'éducation, c'est un formidable marché. La santé, un formidable marché. L'énergie, un formidable marché. Ah oui, mais alors, ça ne marche pas super. Le transport, énorme marché également. Bref. Donc voilà, et derrière, il est président de la République, mais pas à plein temps. Hein. Donc voilà, c'est ce mur. Je dis que c'est David contre Goliath en réalité. Hein, pour arriver à changer cette chose-là, il faut vraiment, vraiment beaucoup de volonté additionnée. Et toi maintenant, tu es en province. Est-ce que tu sens quand même un différentiel entre les provinciaux et les Parisiens sur la politique, enfin, comment ils reçoivent cette politique? Est-ce que, moi je le remarque par exemple dans les manifestations, que beaucoup viennent de province à Paris manifester, que très peu de Parisiens ont l'air d'être conscients. Est-ce que peut-être que la solution viendra de la province aussi? Alors, je ne veux pas faire de généralité, mais déjà, dans la crise énergétique, tu vois que les premiers qui ont gueulé, ce sont les maires de petites communes, hein, qui ont dit: «On ne pourra pas payer la facture». Donc clairement, tous les mouvements viendront de province. Il ne faut rien attendre de Paris. Ça a été le cas de la révolution de 1789, et ce sera le cas de tous les mouvements contestataires. Les gilets jaunes, c'était les ronds-points de province et ce sera toujours le cas parce qu'eux ne bénéficient pas de cette
plateforme parisienne qui fait qu'on voit le monde avec un prisme tout à fait particulier entre une terrasse de café, une salle de cinéma, même si on n'y va plus ailleurs, et un coup de métro pour aller je ne sais pas où dans un parc. Enfin bref, il y a une vraie cassure entre les villes et les campagnes. C'est pas nouveau, hein, c'est Julie qui en parle très bien. Et c'est partout, pas seulement en France, mais cette fracture sociologique entre gens des villes, gens des campagnes n'a fait qu'empirer avec les dégâts collatéraux qui font que ceux qui gouvernent ne connaissent pas le pays en réalité. D'ailleurs, tu le vois, hein, quand tu as un politique qui se lance en campagne, la première chose qu'il fait, je vais aller à la rencontre des Français. Hein. Il fait un petit tour pour être sûr qu'il rencontre les Français parce qu'il ne les connaît pas, ce n'est pas son pays. Les Français, ceux qui vivent en France, ils voient très bien où est l'état du pays et eux se prennent de plein fouet l'augmentation de l'essence, les fameuses lois écologiques qui, en fait, sont des lois de contrainte. Et ça passe pas. Clairement, ça passe pas. Et la colère, elle est bien plus là qu'à Paris, ou même à Paris, je pense qu'il y a une colère également, parce qu'on ne peut plus se loger dans Paris facilement avec des salaires normaux. Tout est devenu trop cher. Le logement à Paris, c'est une horreur. La vie à Paris, c'est devenu aussi une horreur de saleté, de violence. Ça aussi, les Parisiens commencent à s'en rendre compte, sauf dans les beaux quartiers où là, on est quand même extrêmement préservé. Mais globalement, cette cassure, elle n'est pas nouvelle. Elle a fait qu'empirer. Et évidemment que les solutions et les mouvements viendront des territoires et pas de Paris. Mais qu'est-ce qu'ils te disent les gens, justement, quand tu les rencontres, quand ils te voient, qu'ils te reconnaissent, qu'est-ce qu'ils te disent? Ils me disent Bajned, au lieu de dire bonjour, parce que c'est le bonjour de la communauté des modernos. Et après, ils me disent merci. Et c'est touchant parce que ce que je fais est normal. Mais pour beaucoup de gens, ça a été plus qu'utile pendant la folie sanitaire, encore utile maintenant, parce qu'ils se rendent bien compte qu'il y a une dissonance cognitive entre ce qu'ils voient à la télé et ce qu'ils vivent et ce que racontent des gens qui ont le droit de parler et eux qui n'ont pas accès à la parole. Donc ils sont contents de me voir et ils me disent merci. Et je trouve ça, c'est pas normal en fait, parce que ça veut dire qu'il y a un gros problème. Ça veut dire que sur les médias mainstream, c'est un mensonge. C'est un théâtre du non-réalité. C'est la caverne de Platon. Et c'est pour ça que je fais des revues de presse où je me mets en colère, parce que je suis vraiment en colère moi aussi. Mais ceux qui sont sur les plateaux n'ont pas de quoi être en colère. Enfin, quand un Christophe Barbier va être payé 30 000 balles par mois pour raconter des conneries, il ne va pas être en colère, évidemment. Pascal Pro fait semblant d'être en colère et très vite il rentre dans les clous et puis on passe à autre chose, et puis il va déjeuner à Matignon. Enfin voilà, il faut être conscient du poids de ces trucs là, du pouvoir en réalité. Donc c'est une petite goutte d'eau. Des fois je me dis ça sert à rien, mais quand je vois les gens, on a besoin de ça, et si on baisse les armes maintenant, alors c'est fini, quoi. Il y a plus de l'espoir. Et je pense que c'est important aussi de se moquer d'eux, très important. Ils n'ont pas d'armes face à l'humour. Ils n'ont pas d'armes à partir du moment où on montre qu'ils sont ridicules. Enfin, quand on montre que Gérald Darmanin est ridicule et c'est pas difficile, il ne pourra pas vous répondre sauf en disant c'est de la diffamation, monsieur. Non, c'est de l'humour, mais globalement, quand on regarde tes SMS pour demander est-ce que tu veux quand même pas boire un verre, c'est plutôt ridicule. Mais est-ce qu'à terme, par exemple, Le Monde Moderne ou TVL ou je sais pas, ou d'autres médias, YouTube, Twitter, on peut finir, ou toi, parce que tu as 170 000 abonnés, moi j'en ai presque 95 000, ou je sais pas, moi, Drissa Berkane, ou Eric Mouriot, ou Didier Baisto. Est-ce qu'à terme, on peut remplacer justement ces médias mainstream? Non. Est-ce qu'on peut avoir un jour une plus grande force de frappe? Oui, on ne peut pas les remplacer, mais on peut certainement avoir une plus grande force de frappe. On peut certainement avoir davantage d'audience, au bémol près qu'on ne pourra jamais acheter Twitter ou YouTube pour éviter la censure. On ne pourra jamais mettre les mains dans l'algorithme pour voir si on est shadowban ou pas. On sait très bien donc on sera obligé de passer par des canaux détournés où il y a forcément moins d'audience. C'est les autres plateformes, hein. On a le droit de dire davantage de choses. On sera obligé de toujours demander du soutien de nos communautés en essayant de survivre avec cet argent-là, puisqu'on n'aura pas de milliardaire qui va nous financer. Et donc, c'est extrêmement précaire.
Et forcément, la précarité amène la fatigue, et la fatigue amène parfois la fin de certains médias indépendants parce qu'on ne peut pas tenir sur le long terme. Donc il faut tout le temps se battre avec ces moyens-là, qui sont, encore une fois, David contre Goliath, hein, mais David a gagné contre le géant Goliath. Oui, donc du coup, on peut remplacer... parce que tu dis non, on ne peut pas remplacer les mainstream. Non, parce que ce n'est pas notre rôle de remplacer les mainstream. Enfin, les mainstream, ce terme-là, c'est quoi? C'est des médias qui sont financés par des oligarques à perte pour relayer la parole officielle, globalement, hein, et faire en sorte que le débat soit cadré avec les thèmes choisis par les différents pouvoirs. Ce n'est pas notre rôle. On ne va pas remplacer ça, en fait. Nous, on est là. Moi, je suis là pour faire de la critique sociale. Je suis là pour faire de l'irrévérence, pour me moquer de ce monde-là, justement, qui est ridicule, à la fois de confiner dans un entre-soi terrible avec cette violence, hein, parce qu'il ne faut pas minimiser le fait que des gens ne peuvent plus écouter parce que c'est inécoutable pour des gens qui se disent mais ils sortent d'où ces gens-là? Ils vivent sur quelle planète? Dans quel pays? Tellement c'est loin des réalités. Donc nous, notre rôle, c'est d'être au plus proche des réalités, c'est de donner une autre information, de donner aussi une lecture critique de l'information. Je vais dire ça autrement. Est-ce qu'à terme, nous pouvons avoir une audience plus importante que les mainstream? Pas les remplacer, mais avoir une audience plus importante et avoir plus d'influence du coup que les mainstream. Oui, je pense que ça, on peut. Ça prendra du temps, mais on peut tout à fait renverser l'audience des mainstream. Et d'ailleurs, c'est ce qui leur fait peur, et on voit leur désarroi face au succès de Bistro Liberté. Rien que ça. Là, déjà, c'est genre, quoi, 600 000 vues en 3 jours, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, mon Dieu? Sur une chaîne non financée par de l'argent public, en plus d'extrême droite, non, mais c'est pas possible, il faut pas faire ça. Donc, on peut. Et ça leur fait peur. Et parce qu'il y a ces deux mouvements concomitants dont je parlais tout à l'heure, le désamour des médias traditionnels et la recherche d'une autre information qui existe. Et aujourd'hui, évidemment, la difficulté, c'est d'aller capter cette audience. Donc la guerre de l'audience est réelle, d'aller la chercher avec nos petits moyens, mais de réussir à faire en sorte qu'elle grossisse, évidemment, avec toujours cette épée de Damoclès qui est la censure des plateformes. Du jour au lendemain, une plateforme peut décider que votre chaîne ne peut pas être monétisée, que vous ne respectez plus les règles de la communauté, fermez votre chaîne, c'est arrivé à Divisio et à d'autres. Voilà, donc on joue avec, encore une fois, des règles que nous n'avons pas écrites et qui ne vont pas forcément dans le sens de notre jeu un peu plus tonique que les autres. Mais encore une fois, c'est pour ça que je respecte les règles de la communauté, c'est pour ça que je fais attention à plein de trucs. Et que je fais aussi un travail d'information. C'est pour ça que je vais toujours aller contre des fake news ou des infos dites conspirationnistes, parce qu'il faut arrêter avec les conneries des tunnels, des Illuminati, etc. Oui, il y a peut-être un complot mondial, mais j'en ai pas les preuves actuellement. Je sais qu'il y a le World Economic Forum, que Klaus Schwab est complètement pété du casque, ça c'est clair, et que derrière, dans leur planification d'un futur, c'est simplement des poches de croissance pour des cabinets de conseil qui nous vendent un futur de merde à coup de QR code et de numérisation totale du monde. Voilà. Après, qu'ils soient capables de s'organiser, oui, vu qu'ils se rencontrent tous les ans, qu'ils soient capables de le mettre à bien, je ne suis pas sûr, parce qu'il y a quand même des humains qui continuent de réfléchir et qui se disent que c'est... Ça veut dire que pour toi, parce qu'il y a toujours ce débat-là, j'en ai parlé d'ailleurs avec Philippe Murer et d'autres, pour toi, lui pense par exemple que on assiste à de la connerie en fait. Mais ouais. D'autres, beaucoup te disent ah non, tout ça c'était planifié. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'il y a une volonté de planification parce qu'il faut aller dans ce sens-là. Enfin, quand on entend Klaus Schwab, quand il parle de la façon dont il a placé ces young leaders un peu partout, qui peut maintenant passer un coup de téléphone à n'importe quel chef d'État en disant ouais, qu'est-ce qui se passe, etc. Quand on voit le poids de Bill Gates dans les choix de santé publique, c'est dingue. Donc oui, ces gens-là, parce qu'ils ont l'argent, parce qu'ils ont les réseaux de pouvoir, sont capables de s'organiser et de faire en sorte que, paf, arrive une pandémie, tout est prêt pour être mis en place très très vite, parce qu'ils ont déjà répété, parce que machin, etc. Et qu'il faut bien suivre le plan et continuer à faire des virus augmentés et continuer à mettre des puces, et voir si on peut faire une interaction homme-machine. Il y a une logique transhumaniste réelle et il y a une volonté d'aller dans ce sens-là et donc de suivre une certaine feuille de route. Mais de là à dire que... il n'y aura pas de résistance face à ça, ou qu'ils ont un pouvoir absolu, ou qu'il n'y a pas de dissension au sein de ces élites. C'est faux. Regardez Poutine.
lui aussi est allé au World Economic Forum. Bon, bah, il fait la guerre en Ukraine, il est tout à fait contre ce discours-là. Regardez Narendra Modi, regardez les leaders d'autres pays qui ne sont pas du tout dans ce thème-là. Et puis, vous avez une lutte aussi au sein des cercles de pouvoir. Tout le monde n'est pas d'accord dans ces cercles de pouvoir. Donc, peut-être que vous avez une école Getso-Schwabienne où ils sont d'accord avec certains thèmes, et puis vous avez d'autres écoles où ils vont se faire la guerre. Qu'on soit après des petites fourmis qui n'avons pas notre mot à dire dans ce combat de tyrannosaures que sont les combats oligarchiques, hein, et ça c'est tout le temps, ça c'est une réalité. Oui, les gens qui se font la guerre se connaissent, ils boivent du thé, et c'est pas eux qui s'entretuent et qui se plantent des baïonnettes dans le ventre quand c'est la guerre. Ça, je posais ma dernière question. Est-ce que malgré tout ce qu'on s'est dit qui n'est pas totalement rose, est-ce que tu crois dans l'avenir? Alors, c'est pas je crois, l'avenir arrivera, quoi qu'il c'est un espoir dans l'avenir. Ah oui, l'espoir. Alors l'espoir, oui, j'ai de l'espoir dans l'avenir parce que voilà, on est en train de construire ces médias alternatifs, cette autre façon de narrer le réel. Je pense que derrière, il y a plein de gens qui commencent aussi à prendre conscience de l'importance de s'informer. Et puis, je pense qu'on a une jeunesse qui va aussi se mettre à réfléchir. On voit la grande démission. Hein, déjà, les étudiants de grandes écoles n'ont pas forcément envie de travailler pour des grosses boîtes et de rentrer dans des cabinets de conseil et de faire ce qui a été fait auparavant. Certains partent déjà en province, monter des fermes et faire autre chose. Donc, il y a des mouvements comme ça qui vont se faire. Et puis, il faut faire confiance en l'humain. Moi, ce qui me fait peur aujourd'hui, c'est ce que je disais à l'instant, c'est le poids de la croyance transhumaniste, qui est vraiment un anti-humanisme primaire et extrêmement dangereux, avec cette idée d'un homme nouveau, totalitaire, hein, puisqu'il faudrait réinventer l'humain. Je crois que face à ça, c'est une minorité agissante, hein, qui a les moyens, qui croit à ce qu'elle fait, etc. Mais face à ça, il y a une majorité d'humains qui sont totalement contre cette vision du monde et qui ont à cœur de préserver ce qui fait notre créativité, ce qui fait notre humanité, voilà, avec tous les défauts qui vont avec. Donc je pense que toutes les tentatives de créer un homme nouveau ont échoué, et celle-ci échouera comme une autre. Faisons en sorte qu'elle échoue le plus vite possible. Alors, ton actualité, cher Alexis, le monde moderne, et il y a quoi encore? Bistro Liberté aussi. Oui, Sud Radio, RT France qui continue d'émettre, où vous pouvez nous retrouver avec des VPN, bien sûr. Hein, il suffit de se mettre en dehors de l'Union européenne pour voir les programmes. Et puis le monde moderne, bien sûr, sur Twitch, tous les jours, sur YouTube, quasiment tous les jours à 9h pour la revue de presse un peu déjantée. Et puis plein d'émissions comme la tienne. Merci de l'invitation, où on peut parler, se rencontrer et faire avancer le schmilblick. Ben, merci à toi. Vous étiez plus de 1700 personnes en même temps. Voilà. Vraiment. Merci. Voilà. Même un vendredi matin, plus de 1700 personnes en même temps. Voilà, ça veut dire que les gens ont soif malgré tout d'informations, de dialogue, de débats, de rencontres aussi. Merci beaucoup, cher Alexis Poulain. Merci. Passez tous une excellente journée et à dimanche soir pour le prochain live avec le capitaine Juvin Brunet. Merci, au revoir. Salut, ciao. Salut.